La hiérarchie des normes, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Et pourtant, c'est un concept absolument central, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout notre système juridique. En fait, c'est ce qui met de l'ordre dans le grand ensemble des lois. Allez, pour commencer, une petite colle. Imaginez, une loi est votée par le Parlement, tout ce qu'il y a de plus officiel. Mais elle semble contredire quelque chose d'encore plus important. Par exemple, la Constitution. Alors on fait quoi dans ce cas-là? Comment le droit gère ce genre de bug dans le système? Eh bien, la solution, c'est la fameuse pyramide des normes. Il faut vraiment l'imaginer comme une pyramide. Oui, tout en bas, on a les petites règles, et plus on monte, plus les règles sont importantes. La règle d'or, c'est qu'une norme qui est en bas doit toujours respecter celle qui est juste au-dessus. C'est ce principe simple qui empêche tout le château de cartes de s'écrouler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va gravir cette pyramide ensemble, étage par étage. On va regarder comment ça marche, qui fait quoi, et surtout on va voir en quoi ce système nous protège au quotidien. Ok, c'est parti. On commence par les fondations de notre pyramide. Le premier principe, le plus basique, mais aussi le plus essentiel, c'est le principe de l'égalité. On peut dire que c'est la règle numéro 1 du jeu, de notre droit. Le principe, en soi, il est super simple. Chaque règle doit être conforme à la règle du dessus. Prenons un exemple très concret. Un maire prend un arrêté municipal. Eh bien cet arrêté, il ne peut pas contredire une loi votée par le Parlement. Et cette loi, à son tour, doit respecter ce qui est encore au-dessus d'elle dans la pyramide. C'est une cascade. Cet enchaînement, c'est la garantie que personne ne peut décider de faire n'importe quoi dans son coin. Et alors, tout en haut de cette pyramide, le sommet, le boss final si vous voulez, qu'est-ce qu'on trouve? La norme suprême, le texte qui est au-dessus de tous les autres, la Constitution. Bon, c'est bien d'avoir une constitution au sommet, mais comment s'assure-t-on qu'elle est bien respectée? Pour ça, il y a deux types de contrôle. D'abord, un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que la loi entre en vigueur. Et puis, il y a un contrôle a posteriori, donc après. Celui-là, il peut intervenir bien plus tard, même sur des lois très anciennes. Et justement, pour ce contrôle d'après, on a un outil qui a vraiment tout changé, la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité. C'est assez fou quand on y pense. Ça veut dire que n'importe qui, au cours de son procès, peut dire « Stop, la loi qu'on m'applique là, maintenant, je pense qu'elle est contraire à la Constitution. » C'est un droit énorme qui a été donné aux justiciables. Alors attention, ce n'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il y a un mécanisme de filtre assez malin. D'abord, le juge du procès regarde si la question est sérieuse. Si oui, il la transmet à la plus haute juridiction, soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation. Et c'est seulement après ce deuxième filtre que la question arrive, ou pas, sur le bureau du Conseil constitutionnel. Pour bien comprendre l'importance de la QPC, il faut savoir qu'avant, il y avait un vrai souci, la théorie de la loi écran. Imaginez un décret qui viole la Constitution. Logiquement, un juge devrait pouvoir l'annuler. Sauf que, si une loi existait entre ce décret et la Constitution, cette loi faisait écran. Le juge se retrouvait coincé, il ne pouvait pas juger le décret par rapport à la Constitution à cause de la loi au milieu. C'était une impasse. Et c'est là que la QPC est géniale. Elle permet tout simplement de faire sauter cet écran. On s'attaque directement à la loi qui fait obstacle et on demande au Conseil constitutionnel si elle est elle-même conforme à la Constitution. Si le Conseil dit non, la loi est abrogée, l'écran disparaît et le décret qui se cachait derrière devient indéfendable. D'accord, donc on a la Constitution tout en haut, mais juste en dessous, il y a un autre étage très important et un peu complexe, celui des traités internationaux, notamment du droit européen. Alors là, la question se corse. Que se passe-t-il si une loi française est contraire à un traité que la France a signé? Cette question a été au cœur d'une décision hyper importante en 1975. Au moment de la loi sur l'IVG, le Conseil constitutionnel a donné une réponse très claire. En gros, il a dit « Mon boulot, c'est de vérifier que les lois respectent la Constitution. Point. Vérifier si elles respectent les traités, ce n'est pas mon rôle, c'est celui des autres juges. » C'est une distinction absolument fondamentale. Du coup, le Conseil constitutionnel a en quelque sorte passé la patate chaude. Il a dit aux juges de tous les jours, les juges judiciaires et administratifs, ce problème de conflit entre loi et traité, c'est à vous de le gérer. Et les juges ont fini par s'emparer du sujet. Le grand tournant, c'est 1989, avec l'arrêt Niccolo. Là, pour la première fois, le Conseil d'État a accepté de faire prévaloir un traité sur une loi française. Et attention, même sur une loi qui avait été votée après le traité. C'était une véritable révolution juridique. Et puis, l'arrêt Saran est venu mettre le point final à cette évolution. L'arrêt Saran est fondamental. Il confirme que oui, les traités internationaux sont bien au-dessus des lois dans notre pyramide, mais ils restent fermement en dessous de la Constitution. Autrement dit, dans l'ordre juridique français, rien, absolument rien n'est au-dessus de la Constitution. Bon, ça fait beaucoup de règles, beaucoup de niveaux. Mais alors, qui sont les arbitres? Qui contrôle quoi dans tout ça? Faisons un petit point sur les rôles de chacun. Pour simplifier, on a deux grands arbitres avec des casquettes bien différentes. D'un côté, le Conseil constitutionnel. Lui, c'est le gardien de la Constitution, et uniquement de la Constitution.
De l'autre côté, on a par exemple le Conseil d'État. Lui, il est le juge suprême de l'administration et il vérifie que celle-ci respecte tout le reste, les traités, les lois, les décrets. D'accord, on a vu le comment, mais revenons à l'essentiel, le pourquoi. À quoi ça sert concrètement toute cette hiérarchie, au-delà de la théorie pour juristes? Eh bien, cette pyramide, ce n'est pas juste un joli dessin, c'est un véritable bouclier. C'est ce qui garantit que nos droits et nos libertés fondamentales sont protégés, ça assure que les règles du jeu sont stables, et surtout ça limite le pouvoir de l'État, qui est lui-même obligé de respecter ses règles supérieures. Bref, c'est notre meilleure garantie contre l'arbitraire. Et on va terminer avec une question qui est loin d'être réglée. On voit bien que le droit de l'Union européenne prend de plus en plus de place. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si, un jour, ce droit européen ne viendra pas bousculer la pyramide et contester la place de la Constitution tout en haut. C'est sans doute un des plus grands débats juridiques de notre temps.